Le problème, c'est pas les mauvais politiciens. C'est un système qui peut transformer n'importe lequel d'entre nous en menteur et en voleur. C'est pas une question d'être dans un débat de gentil versus pourri. C'est un mécanisme humain et institutionnel qu'on peut expliquer. D'ailleurs, la science nous montre comment pouvoir, contexte et cerveau interagissent pour dériver même les plus honnêtes. Qu'est-ce qui fait vraiment dériver un élu? Est-ce que c'est son caractère ou le système dans lequel on le met? On va explorer 3 niveaux: le cerveau individuel, la dynamique de groupe et les systèmes politiques. Après cet épisode, tu ne regarderas plus jamais un bulletin de vote de la même manière. L'idée n'est pas de dire « allez, on abandonne la politique », mais plutôt « change ta manière de comprendre la politique ». Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. C'est Julien et Samir, et comme tu l'as compris, aujourd'hui, on va te parler de politique, de jeu de pouvoir. Absolument. Et avant de parler de morale, il faut qu'on parle de ton cerveau qui est placé carrément sous stéroïde de pouvoir. Et le truc ici, c'est que déjà, ce podcast, tu vas voir, on l'a dopé en termes de recherche qu'on va te partager. Et tu retrouveras en détail de ce podcast les éléments si tu souhaites aller plus loin et faire tes recherches par toi-même. Mais vraiment de comprendre ici que c'est pas une question d'intention, c'est pas une question de j'ai les bonnes valeurs, j'ai la bonne éducation, je viens du bon endroit. C'est une question de biologie. Et ça va faire toute la différence. D'ailleurs, Julien, on peut commencer par une étude qui a été réalisée et qui nous montre, d'accord, que le pouvoir change littéralement la manière dont ton cerveau ressent la souffrance des autres. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir réduit l'empathie. Donc cette étude, elle a été réalisée par Dasher Keltner et son équipe, qui est chercheur à l'université de Berkeley, UC Berkeley. Et le phénomène dont il parle, c'est le power paradox, d'accord, où il nous parle des effets neurocognitifs du pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une étude en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle où on a comparé des gens en situation de pouvoir versus contrôle. C'est-à-dire que dans un groupe, on avait des personnes à qui on a induit chez eux le sentiment de pouvoir au travers d'un jeu de rôle, par exemple. Un autre groupe d'individus chez qui on n'a pas induit de pouvoir, d'accord? On les a mis plus dans des situations qui étaient neutres. Pendant l'expérience, on les a soumis à des images, des photos, des scènes, de manière à déclencher chez eux des réactions. Et le résultat, il est frappant. Pourquoi? Parce que chez le groupe pouvoir, chez le groupe des puissants, en quelque sorte, les zones d'empathie qui sont en lien avec le système des neurones miroirs s'activent moins, même s'ils essayent consciemment de se mettre à la place des autres. Donc, juste comme ça pour récapituler, plus tu gardes le pouvoir, plus ton cerveau devient sourd à la douleur des autres. Ouais, c'est dingue, hein, parce qu'en fait, le pouvoir ne te donne pas seulement plus d'occasions de mentir, il réduit ton malaise intérieur. Et en fait, on a ce principe de dissonance cognitive qui nous permet de ressentir quand il y a quelque chose qui va pas, quand on n'est pas aligné avec une pensée, une valeur, une action. Et en fait, le pouvoir réduit ce malaise, et ce malaise que normalement le mensonge provoque. Donc il y a une autre étude ici que je peux te partager, c'est comment le pouvoir corrompt. Donc en fait, c'est comment le pouvoir va agir sur les émotions, la pensée et aussi le stress physiologique de mentir. Et derrière les auteurs, on a Dana R. Carney et ses collègues. Et là, on est sur les années 2011-2012. Ça, c'est un programme de recherche, en fait, qui a été mené à l'AS, qui est la Business School de Berkeley. Alors, pour faire très simple, d'accord, c'est que on a pris des personnes dans un groupe, on leur a donné le rôle de leader. Et il y en a d'autres à qui on a donné le rôle de subordonné. Et l'idée, c'est que le leader contrôlait l'argent et le sort social de ceux qui étaient subordonnés. Et ils pouvaient mentir. Et plus ils mentaient, en fait, plus ils avaient des bénéfices. Donc ce qui a été mesuré, c'est le ressenti émotionnel, les indices non verbaux de mensonge, donc tout ce qui est micro-expression, langage corporel, mais aussi les réactions physiologiques. Et le truc, c'est que dans les résultats, les plus puissants à qui on a donné du pouvoir mentent beaucoup plus facilement, ils se sentent moins mal intérieurement, et du coup, le corps montre moins de stress quand ils mentent. Et le truc, c'est que dans cette étude-là, ce qu'on observe, c'est qu'on donne à un groupe de personnes plus de pouvoir de manière momentanée.
On leur dit, regardez, si vous mentez, si vous faites les choses pas comme il faut, vous allez avoir plus de résultats. Donc vous avez le droit de le faire. En gros, vous avez l'autorisation systémique de le faire. Et ben en fait, tous les signaux qui pourraient apparaître chez une autre personne, comme quoi elle est en train de mentir, qu'elle n'est pas alignée, qu'elle respecte pas ses valeurs, ses croyances, etc. Et ben en fait, ce pouvoir-là, il ne fait pas que changer ce que tu dis être bien ou mal, il change ce qui se passe dans ton corps et comment tu ressens quand tu fais justement le mal. Et ça, c'est vraiment un point hyper important à comprendre parce que ça explique beaucoup de choses dans nos sociétés. Ouais. Et c'est vrai que Julien, dans nos sociétés modernes, on a cette tendance à tout simplifier. C'est vraiment simplifier, caricaturer les choses. Et très souvent, on va se dire, bah tiens, puisqu'une personne s'est fait ça, elle sait qu'elle est foncièrement mauvaise. Mais en fait, on oublie de prendre en considération le chemin qu'elle a parcouru. Et entre le moment où elle devient comme ça et le moment où elle a commencé, le départ, en fait, il y a eu tout un processus, en fait, qui s'est fait. On t'a déjà expliqué, justement, et ça, on va y revenir tout à l'heure, Julien, l'impact aussi de l'environnement sur l'individu. En fait, il est dans un environnement qui est peut-être pas toujours positif. Il est face à des situations qui sont souvent très complexes et qui lui imposent de s'adapter. Et pour ça, on va faire une expérience là tout de suite. Donc toi qui nous écoutes, si tu es en possibilité, mets-toi dans un endroit calme et je vais t'amener à faire une petite expérience. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'on simplifie tellement tout qu'on oublie qu'il y a eu tout ce processus. Et c'est pour ça que très souvent on se dit, moi je ne ferai pas comme lui ou comme Tout elle. à fait. Mais si tu étais toi-même dans ses chaussures et que tu passais par ce process, Par le il y même a de chemin, fortes chances, ouais, que tu absolument. ferais la même chose, voire pire. C'est ça le truc. Parce qu'il y a pire aussi. On peut faire pire que ça. Donc, toi qui nous écoutes, quand tu écoutes une promesse, quand tu émets un jugement positif par rapport à quelqu'un, un politicien ou autre que tu trustes, c'est dont tu as confiance, ben en fait, tu ne fais que projeter ta morale à toi sur lui. Tu projettes ta carte du monde sur lui en pensant que lui respecte cette carte du monde. Mais en fait, le cerveau qui parle, lui, il n'a pas les mêmes freins. Donc, je vais t'inviter à faire un petit exercice. Assieds-toi confortablement, prends une grande inspiration, ferme les yeux. Tu vas imaginer que demain, tu as un poste à responsabilité élevé. Soit tu vas gérer une entreprise avec énormément de collaborateurs, d'accord? Peut-être même que tu seras président, présidente, d'accord? Tu vas gérer un pays. Là, je te parle de la phase 1. L'année 1, la première année. T'arrives, t'as une vision claire de ce que tu veux faire. Tu vois des visages autour de toi. Tu vois des individus à part entière que tu es en train de gérer. Tu vas passer des soirées à écouter tes collaborateurs, les personnes, les citoyens, et tu vas penser sincèrement que ton énergie, elle peut combler toutes les failles du système, toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc ça, c'est pour la première année. Puis, le temps va passer et on va aller à la troisième année. Là, tu commences à découvrir quelque chose de nouveau. Tu découvres l'ingratitude. Tu as aidé telle et telle personne à monter en grade et cette personne-là, elle te trahit pour une autre opportunité. Tu as aidé des citoyens qui étaient confrontés à une difficulté et ils sont jamais contents. Ou, je dis des citoyens, mais ça peut être aussi des collaborateurs, des employés qui travaillent pour toi. D'accord? Tu as sauvé des postes ou des emplois et les gens se plaignent malgré tout parce que t'en fais pas assez. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et là, ce qui se passe, c'est que les visages, ils commencent à se flouter. Tu vois moins les gens. Tu vois ce qui se passe. Tu vois le contexte auquel tu es confronté. Et là, on va passer à la phase 2, la cinquième année. Pour survivre, tu vas commencer à compartimenter. Quand des personnes vont venir pleurer dans ton bureau, vont se plaindre, bah, tu vas rentrer dans un mécanisme de défense. Parce que l'esprit humain, il peut pas supporter autant de souffrance. Il peut pas supporter autant de critiques, autant de jugements. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te renfermes dans tes mécanismes de défense. Et là, tu te rends compte que l'empathie que tu avais au début, bah, ça prend pas mal de temps dans ton calendrier, mais aussi dans ton énergie. Parce que ça vient drainer ton énergie avec tout ce que tu as à gérer, avec toutes les personnes que tu as à gérer. Chaque personne est un poids supplémentaire. Et là, on va avancer un peu plus dans le temps et on va arriver à l'année 7, la 7e année. Et là, tu te rends compte de quoi? Bah, qu'en fait, les gens, ils te parlent plus comme ils te parlaient au début. Ils te parlent plus comme un être humain, mais ils te parlent comme si tu étais une fonction. T'es un PDG, t'es un président, t'es un ministre, t'es une présidente, peu importe. D'accord? Ils parlent à une fonction et pas à un individu. Là, tu te rends compte que de ton côté aussi, tu commences à les percevoir différemment. Tu ne les perçois plus comme des individus,
mais comme une masse d'individus. Et cette masse d'individus, ça peut être un obstacle, mais ça peut être aussi un levier, d'accord? Dans ton projet, dans ce que tu veux apporter. Et à ce niveau, qu'est-ce que tu vas commencer à privilégier? Et ça, c'est une question que je te pose au travers de ta visualisation. Qu'est-ce que tu vas commencer à privilégier? La structure, la masse ou l'individu? Et là, on va à l'année 10. Les crises qui, au départ, t'auraient empêché de dormir, bah aujourd'hui, c'est plus que des dossiers. Tu as dû prendre des décisions qui ont parfois brisé des vies pour en sauver des milliers. Ton cerveau, il a créé une protection. Il a coupé le son de la souffrance humaine, il s'est coupé de la souffrance pour que tu puisses continuer à avancer dans un projet que tu penses comme étant positif pour les autres. Puis maintenant, année 15, d'accord? T'es efficace, t'es puissant, t'es respecté, mais quand tu regardes la foule qui est en dessous de toi, tu vois plus une collection d'individus, tu vois une masse abstraite. Tu sais pas à qui tu adresses réellement. Et là, tu as le pouvoir, mais tu as perdu la capacité de vibrer à la même fréquence que les autres. D'accord? Maintenant, quand tu le veux, tu peux prendre une grande inspiration et revenir. Et juste prendre le temps de conscientiser tout ce que tu as vécu. Et là, le truc, c'est que ces 15 années que je t'ai racontées, ils se divisent en 3 phases. La première phase, c'est celle de l'idéalisme. C'est la première et la 3e année dont je t'ai parlé. D'accord? Là, cette phase-là, t'arrives avec plein d'idéaux, tu t'imagines que ça va se passer bien, que tu vas pouvoir faire plein de choses, etc. Mais là, tu te confrontes à une difficulté, d'accord? Et tu te retrouves aussi à vivre quelque chose qui est difficile, c'est le mur. C'est le moment où tu te rends compte que ça va être difficile d'avancer. Puis il y a la phase 2. La phase 2, c'est l'économie d'énergie. C'est le moment où ton cerveau il commence à se dire waouh, punaise, c'est dur de gérer 10 000 personnes, de gérer des jugements, je me fais harceler, puis les gens sont jamais contents, puis ceci, puis cela. Donc ton cerveau il se met en économie d'énergie, d'accord? Et là, tu te retrouves dans quelque chose qui est difficile, qui s'appelle la solitude du sommet. Tu te retrouves isolé à ce moment-là. Et la phase 3, c'est celle de l'isolement cognitif. Là, c'est le moment où ton système, il anesthésie tout, en fait, pour te protéger généralement, d'accord? Et le truc, c'est que toi, je vais te poser une question. Tu as certainement des préférences politiques. Peut-être que tu défendrais corps et âme ton candidat ou ta candidate favori. Mais maintenant que tu sais ça, est-ce que tu voterais de la même manière si tu savais avec certitude que l'exercice du pouvoir, il va modifier inévitablement la capacité de cette personne à ressentir ta propre souffrance? Est-ce que tu voterais pareil et est-ce que tu continueras à défendre ce candidat ou cette candidate de la même façon? Merci Samir pour cette mise en pratique et merci aussi pour cette question. Parce que c'est là aussi où parfois on peut être séduit par le vote d'un parti qui est un petit peu plus à l'extrême que les autres, où on se dit mais non, les idées sont intéressantes, il y a des choses qui sont positives, regarde l'individu qu'il y a derrière, comprend que le pouvoir va corrompre et voit ce qui pourrait ressortir de cette corruption si ça sent bon ou si ça sent pas bon du tout. Et d'ailleurs, ici, ça serait peut-être bien d'amener un nouveau point, peut-être un terme que tu as déjà entendu. Ça s'appelle l'hubris. Alors c'est quoi l'hubris? L'hubris, à la base, c'est l'orgueil, de l'orgueil qui déborde. C'est le moment où tu te crois au-dessus des règles. Alors il y a des racines grecques derrière ça, la faute de l'orgueil qui défie les limites. Alors le fondateur du concept en politique, justement de l'hubris, s'appelle David Owen. C'est un neurologue et un ancien ministre britannique des Affaires étrangères. En fait, il parle du syndrome de l'hubris. C'est un trouble de la personnalité acquis, donc ça veut dire que c'est pas inné, c'est-à-dire que tu n'es pas avec l'hubris, tu vas vraiment le développer au fur et à mesure, et ça apparaît chez certains leaders après une longue exposition au pouvoir. D'où l'importance, peut-être, de limiter justement la durée que les personnes peuvent avoir en termes de pouvoir sur des postes qui sont importants, comme par exemple à la gestion d'un pays, à la représentation d'un pays, où finalement, plus on passe du temps et plus ça devient compliqué. Alors Samir, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus en précision, l'hubris, il se construit comment? En fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'on ne naît pas avec l'hubris, d'accord? On va le développer à force de victoire et de flatterie. Et tu as parlé de David Owen, il y a une étude qui a été réalisée conjointement avec Jonathan Davidson. David et Jonathan ont passé en revue et analysé les biographies de présidents américains et de premiers ministres britanniques, d'accord? Et dans un article de 2009,
qui s'intitule Hubris Syndrome of US President et UK, etc. En fait, ils ont observé que plus il y a de victoires électorales et de crises qui sont gérées avec succès, plus les signes d'hubris se renforcent. Et le truc, c'est que il y a des signes qui ont découlé de cette étude-là. Par exemple, chez ces présidents et chez ces ministres, c'est la centralisation des décisions, le refus des contre-pouvoirs, le mépris des institutions et la certitude d'être invulnérable aux erreurs. Et ici, on parle de présidents et de premiers ministres qui ont géré des crises avec succès. Alors imagine, en plus, lorsque tu as un homme ou une femme politique qui a une image de soi en décalage avec la réalité et qu'elle est en mode auto-validation, il y a quelqu'un qui a raison, bah là, imagine le truc. C'est-à-dire que son hubris, il s'auto-alimente tout seul. Il n'y a même pas besoin de victoire. Elle est capable de mentir en disant, mais en fait, moi, tout ce que j'ai fait, ça a été un succès. Et là, tu as son hubris qui gonfle. Il suffit juste de lire l'actu en ce moment et tu en Ouais, verras plein. c'est ça. Ouais. C'est de l'hubris à tous les coins de rue. Ouais, exactement. Et On va faire un c'est ça, t-shirt. en fait, du coup, qu'il faut garder à l'esprit. C'est que cet hubris, il gonfle au fur et à mesure du temps, d'accord? Et plus il gagne ou il se pense gagner, d'accord? Ils pensent que tout ce qu'ils font est un succès, plus ils vont se sentir comme indispensables et plus ils vont ignorer en fait les avertissements. Et c'est pas une bombe qui explose, ça va être une glacière qui va fondre lentement. Et toi aussi, t'es concerné. Absolument. Et si on veut faire un petit jeu de mots vraiment débile, on pourrait partir sur Hubris de Nice. Hubris de Nice, effectivement. Et Hubris de Nice, il en a un gros hubris. Et Hubris de Nice, il a un sacré hubris. Effectivement. Exactement. Il est beaucoup moins dangereux que d'autres personnages dont on ne citera pas le nom, mais il a un sacré hubris. Exactement. Alors, l'hubris, vraiment, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est de comprendre que c'est pas juste de l'arrogance, d'accord? C'est une déformation du jugement qui reste invisible à celui qui l'a subi. C'est-à-dire que la personne qui est aux prises avec l'hubris ne se rend pas compte et elle se pense être dans le droit chemin. Elle se pense être juste, être dans le vrai. Et en fait, cet orgueil démesuré, eh bien, en fait, ça amène à ce que le leader ou la leader se voit comme extraordinaire, exceptionnel, incarner le pays, incarnant les fondations importantes, force du bien, méritant des dizaines de prix Nobel de la paix, parce que tu comprends, voilà, il y a plein de bonnes choses qu'on a faites. Alors tout ça, c'est de la confiance excessive, d'accord? Et cette confiance excessive-là, elle fait que on n'écoute pas la critique. Et en plus, on est convaincu qu'on sait beaucoup mieux les choses, on sent beaucoup mieux les choses. Du coup, ça amène quoi? Du mépris pour les autres. C'est-à-dire que tous les opposants, c'est plus des opposants, c'est des abrutis, c'est des imbéciles, c'est des idiots, c'est des obstacles, c'est des choses dont il faut se débarrasser. C'est des choses dont il faut, hop, t'es pas d'accord, t'as pas le même point de vue, t'es débile, tu vas rendre service si tu t'en vas, on te fout dehors, ou on te fout en tôle, ou on t'expatrie à l'autre bout du monde, peu importe. Et en fait, plus on va dans ce sens-là, et plus on se retrouve avec une sensation d'invulnérabilité. C'est comme si d'un seul coup, les règles ne s'appliquaient plus à nous. On est au-dessus. On est au-dessus des règles, on est au-dessus des lois, parce qu'après tout, on s'en fout. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est super dangereux. Exactement. Et tu vois, le truc qui est drôle, c'est que les opposants du départ, ça sera pas les opposants de demain. C'est-à-dire que souvent, on voit des personnes qui vont soutenir un candidat et qui vont effectivement eux aussi considérer que tout opposant est un danger parce que en fait, ils ne s'alignent pas avec leur vision politique. Mais si aujourd'hui tu soutiens ce genre de comportement, faut savoir qu'un jour, peut-être qu'il y a des lois qui vont te toucher et ça va être toi l'opposant de demain. Donc toi, tu vas devenir l'idiot de demain. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas suffisamment de recul au point où, au début, dès que ça vient servir certains intérêts personnels, ça vient répondre à certains besoins, certains fantasmes personnels, ils vont être à 100% derrière, corps et âme, même si ils savent que cette personne a des problèmes, d'accord? Mais ils vont être à 100% derrière. Le problème, c'est que tu es en train de mettre en place une machine qui va de plus en plus prendre de la hauteur jusqu'au jour où toi, tu vas être concerné et à ce moment-là, elle va être tellement puissante que tu seras même plus capable de changer les règles. C'est ça le truc que les gens oublient. Quand tu cautionnes des lois qui sont injustes aujourd'hui, qui visent une minorité ou une partie de la population que tu n'aimes pas, ces lois-là,
demain, ce sera toi qui seras concerné. Parce que quand ils existeront plus, il y a des lois qui vont sortir et tu seras peut-être la personne qui sera visée. Donc voilà, juste de comprendre que l'hubris, il est plus dangereux pour la qualité du leadership que beaucoup de maladies psychiatriques classiques. Parce que souvent, c'est ça. On va commencer à dire cette personne est malade psychologiquement. Mais en fait, c'est même pas une question de maladie psychiatrique, même si ça peut être en lien, même si ça peut mener vers des maladies psychiatriques. D'accord? Mais c'est en fait, au départ, c'est l'hubris qui pose problème. Et le leader, il va rester, encore une fois, intelligent, rationnel sur le papier. Mais le truc, c'est que son jugement moral, lui, il va complètement dérailler. Sa réalité, elle va comme se fausser au fur et à mesure du temps. Il va pouvoir justifier les pires décisions avec de la logique, d'accord? Sans être dérangé au final. Parce que sa logique, elle est faussée. Et moi, ça me fait penser à une anecdote, d'accord? Je prends l'anecdote de Bernard Tapie, quand il s'était présenté aux élections, à l'époque. À un moment, il était face à un immense public. Et il leur a expliqué par A plus B comment il va faire que si, tu sais, quand il sera élu, de mettre des immigrés dans un bateau, de les balancer en plein large, et puis même après de torpiller carrément le bateau, de faire exploser le bateau en plein milieu de la mer. Et les gens, ils se sont levés, ils ont commencé à applaudir, etc. Et en fait, lui, ça, c'était un piège. Il le pensait pas, d'accord? C'était juste un piège. Et une fois que les gens ont commencé à applaudir, il leur a dit, en fait, vous êtes les pires raclures parce que vous êtes en train, là, maintenant, de légitimer le fait que je vais bombarder un bateau en plein milieu de l'eau et tuer des gens, en fait. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand un politicien, il se laisse embarquer par son hubris, bah, il est capable d'en arriver à ça. Il peut en arriver demain à faire les pires atrocités en disant, mais en fait, non, je le fais pour le bien de tout le monde. Ouais, tout à Et fait. Puis les gens, le truc aussi, tu vois, où j'ai envie de rebondir par rapport à ça, c'est que limite, tu vois, lui, il a fait cette expérience-là pour ensuite les recadrer. ouais. Mais c'est là aussi où c'est important de comprendre, et on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts par le passé, d'ailleurs en faisant référence d'ailleurs à Hitler, pour le coup, Ouais. en disant, ben, finalement, qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est celui qui va annoncer quelque chose, un plan, une idée, ou est-ce que ce sont ses exécutants et les gens qui vont suivre le plan sans le remettre en question? Et en se disant, Exactement. ouais, c'est une super idée, ouais, on fonce, on y va. Qui sont les plus dangereux? Attention, je suis pas en train de dire que ces personnages-là ne sont pas dangereux. Ils devraient même pas avoir la possibilité de s'exprimer devant un public et puis d'enflammer Attention des foules Julien, on et va dire que d'embarquer du monde. tu es contre la liberté d'expression. Non, j'estime que la liberté d'expression, elle vient avec une responsabilité. Si tu peux pas assumer Mmh. cette responsabilité et comprendre l'impact de quand tu ouvres ta gueule, ce que ça peut faire chez les autres, tu la fermes Non et mais tu non restes dans non ton coin. non 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 mais je pose la question. Je pose la question Julien. Tu es en train Dommage. d'incarner une personne que je n'apprécie pas nécessairement, tu Ouais, sais. bah, je l'aime pas aussi, t'inquiète. Non, Mais je enfin, suis en tout cas, totalement je le d'accord. connais pas personnellement. C'est juste son attitude que je n'apprécie pas spécialement. Mmh. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est de voir que bah là, t'as une foule en délire parce qu'ils se disent tous, oh, c'est trop génial, Tapi va les mettre sur un bateau, il va le torpiller, c'est trop bien comme idée, on va être tranquille. Bon, je trouve très, je trouve très inspirant Bernard Tapie. Ça veut pas dire que je Ouais, vais apprécier tout ce qu'il a pu faire ou tout ce qu'il a pu dire ou autre, mais je le trouve inspirant parce qu'il dérangeait en fait le milieu politique. ouais. Il foutait des grands coups de pied dans la fourmilière, il donnait son point de vue, il envoyait chier tout le monde, et Mmh. je trouvais qu'il était rafraîchissant en tout cas dans son mode de fonctionnement. Mais ça veut pas dire pour autant voilà que on va tout prendre, on va tout acheter. Toi qui nous écoutes, si ça fait un moment que tu nous écoutes, tu sais très bien qu'on a toujours aussi cette mesure de dire voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais c'est chouette d'avoir ramené cette anecdote là Mmh justement mh. pour montrer à Ouais, quel point aussi bah on a cette hubris qui se réveille chez les leaders. Mais quand tu es engagé dans un mouvement, quand tu es engagé dans une direction particulière, cet hubris, il va ressortir pareil pour toi, même si t'es ouais, pas le leader. Et ouais. ça, on le voit, tu vois, ça me fait penser par exemple aux personnes qui vont aller faire des manifestations, des personnes qui vont aller faire des opérations coup de poing pour défendre un point de vue, et qui parfois vont avoir des comportements tellement, mais polarisés, et tellement, parfois même agressifs ou dangereux, où tu te dis, mais les gens, c'est des malades, c'est des hystériques. En fait, ces gens-là sont pris dans leur propre hubris, qui est autorisé à ressortir parce qu'ils sont rattachés à un leader ou à une leader qui a ce même hubris qui est en train de s'exprimer et qui donne en fait des avis qui sont hyper polarisés, hyper tranchants et qui appellent en fait au mouvement, qui appellent limite, alors pas, peut-être pas dans les mots directement, à la violence, à l'attaque, à la prise d'otage, à tout ce qu'on veut,
mais en fait, ça ressort chez n'importe quel individu. Et si on n'est pas vigilant, ben en fait, ça peut ressortir chez n'importe qui. Si on fait C'est pas ça. preuve de mesure, voilà, si on laisse tomber toute la philosophie qui est si importante à nos yeux, Samir, du stoïcisme, si on met Ouais. ça de côté et qu'on n'a pas de tempérance, eh ben, on est tous soumis à l'hubris. Exactement. Et en plus, c'est ça, quand tu prends par exemple l'exemple de Bernard Tapie, c'est que le fait que les autres le valident, ça gonfle l'hubris encore plus. C'est-à-dire que tu es là à balancer des conneries, tu balances des immondices, et en face Mmh. de toi, tu as Bah, t'as ton public, plein de gens qui: qui «Ouais, disent c'est trop ouais, bien, bravo!» magnifique, ouais. C'est ça. Non, mais Donc en c'est fait, ça, là, on tu en se plus. tu sais, il y a une règle, que je trouve toujours assez drôle, mais en même temps qui se vérifie tellement souvent, que plus le groupe est important et plus le niveau d'intelligence du groupe, diminue. Ouais, Et que, bah, là, clairement, les gens débranchent. ouais, Quand tu es en train d'aduler ce genre de message, peu importe c'est tes blessures ou ton point de vue sur comment devrait fonctionner une société, il y a des trucs à un moment donné, si t'as pas allumé que c'était pas normal de dire des choses ou d'envisager de faire des plans qui pourraient atteindre l'intégrité physique, morale, émotionnelle, psychologique d'un autre individu, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, objectivement. exactement. Ouais. Alors, bon, on part pas trop loin non plus, on essaye de rester cadré sur ça parce qu'on aurait plein de trucs à dire. Euh, Il y a un antidote. Et cet antidote-là, ce sont les institutions. En fait, face à l'hubris, ce ne sont pas les qualités individuelles qui vont pouvoir freiner ça. Ce sont les freins institutionnels. Et c'est pour ça aussi qu'on te parle de cet impact sur le groupe, sur le public, sur les personnes qui sont engagées, qui peuvent avoir leur propre hubris qui s'active. C'est que, en fait, c'est les freins institutionnels qui peuvent aider. Et c'est des protections qui sont mentionnées d'ailleurs par Owen. C'est mettre des limites claires de mandat. C'est de mettre des menaces réelles et crédibles de destitution. C'est qu'il y ait du contre-pouvoir, mais c'est pas juste du théorique. C'est en fait d'avoir un système où, bah, on veut des leaders, d'accord? On veut des leaders qui sont forts, qui vont prendre des décisions, qui vont porter une vision pour faire évoluer les choses pour le plus grand nombre, mais sur lesquels on a la capacité d'appuyer sur le frein, de bloquer, de mettre des barrières, de mettre des limites. Parce qu'en fait, Owen insiste sur le fait qu'il n'y a pas de leader assez sage pour se freiner lui-même. Mm. Il faut des institutions qui disent non, on arrête, on va pas plus loin. Ça, on dit stop. Ça, on ne fait pas. Et c'est pas pour rien qu'on a séparé, nous en Europe, très rapidement l'Église de l'État. C'est pas pour rien qu'on a séparé aussi les différents pouvoirs au niveau des États pour éviter justement ce genre de dérive. Parce que ce n'est pas le problème d'avoir une mauvaise personne qui va au pouvoir. C'est le fait qu'une personne qui arrive au pouvoir et qui y reste trop longtemps, qui est dans un système qui favorise et qui gratifie justement la corruption, qui gratifie le mensonge, qui gratifie les mauvaises décisions, ben, en fait, c'est un démultiplicateur de ce qu'il y a de pire à l'intérieur de nous et qui va ressortir peu importe qui on est. Et là, tu peux prendre n'importe qui. Tu peux prendre une personne qui est hyper religieuse, tu peux prendre une personne qui est hyper philosophique, tu peux prendre une personne qui... Peu importe. Et d'ailleurs, je t'invite, toi qui nous écoutes ou nous regardes, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur plein de sujets. Et c'est des gens qui sont très intelligents, qui sont très instruits, qui sont souvent remplis de beaucoup de sagesse. Et parmi ce groupe de personnes, qui sont des érudits, des personnes intelligentes, formées, instruites avec beaucoup de prise de recul, il y en a une poignée qu'on voit très souvent intervenir sur tout un tas de sujets, dont des sujets qui ne les concernent pas, sur lesquels ils n'ont aucune expertise. Remonte dans le temps, va regarder les premières interviews de ces personnes. Écoute-les parler. Écoute-les présenter leurs idées, leurs points de vue, pourquoi ils pensent que ça serait peut-être mieux de faire autrement, de mettre de la nuance. Et avance dans les années et écoute-les aujourd'hui sur des sujets similaires à il y a quelques années auparavant, ou même des sujets qui ne les concernent pas directement dans leur expertise, et tu vas voir qu'ils n'ont plus du tout la même dynamique de parole. Ils ne parlent plus du tout sur le même ton. Ils n'ont plus la nuance. Ils deviennent beaucoup plus radicaux. Ils deviennent beaucoup plus directs. Ils deviennent beaucoup plus vindicatifs dans leur point de vue. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc la clé numéro 1, et c'est peut-être même la seule finalement, face à ces défauts de fonctionnement de l'humain, c'est que si on n'a pas d'institution pour cadrer ça, eh ben on est dans la merde. Ouais.
Ouais, d'ailleurs, un des exemples en fait où, les institutions, se fragilisent, c'est toujours ça souvent, avant de basculer dans quelque chose de plus radical, Mmh. en fait, il y a des étapes qui sont mises en place. On va commencer à s'attaquer petit à petit à la constitution, aux lois, essayer de modifier des petits trucs comme ça, pour faire Mmh. sauter les verrous. Parce qu'à un moment, en fait, les verrous sont pas suffisamment forts pour retenir. Et d'ailleurs, en France, ça me fait penser justement aussi à l'utilisation abusive du 49.3, qui a été l'une des plus belles impostures de la dernière décennie, si ce n'est plus. Parce que je sais plus c'est quand la première fois que ça a commencé à être utilisé autant, avec insistance. Mais, en gros, c'est comme OK, vous avez De le pas droit de être parler, d'accord. vous avez le droit de vous exprimer, mais si vous êtes pas content, bah, c'est pas grave, on va utiliser le 49.3, Bah, si vous êtes pas d'accord avec nous. je pense de notre, en tout cas de notre époque, la fois où on a pris une douille, mais bien comme il faut, puis on l'a prise, sans vaseline là, sans rien, Ouais, c'est lorsqu'il y a eu le référendum, pour pour ou l'euro, contre l'Europe, ouais, qui a l'Europe. eu un vote largement au-dessus de la moyenne demandée, justement pour dire, bah, on fait ou on fait pas, et qu'on nous a juste dit, «Bon, bah, merci, hein, mais on va le faire pareil». Mmh mh. Ouais, c'est ça, C'était exactement. le début de la fin. Mmh. Ouais, c'est ça et le truc, c'est que, en fait, le glissement se fait étape par étape. Ça se fait pas sur 2 années, ça se fait pas sur 3 années, ça se fait sur 10 ans ou plus C'est et le ça, truc, ça c'est se que fait c'est sur 20 ans plusieurs années. après que tu vas commencer à te rendre compte: «Ah bah merde, en fait, comment ça se fait qu'il y a 20 ans, on Mmh. avait le droit de parler et puis là, on» voilà. Bah, c'est ça, il y a eu quelque chose qui a changé entre-temps, mais on l'a pas vu venir. Oui, Et oui, oui. en fait, si tu veux alors il y a 2 choses. La première, c'est que là, on n'est pas en train de dire qu'on est pour ou contre l'Europe, d'accord? C'est pas du Beh, tout oui, la oui, non, c'est pas question, ce qu'on dit, non. c'est le phénomène de ce qui s'est produit. Et la deuxième chose, c'est, en fait, c'est vraiment faire un rapprochement. Peut-être que tu te dis, toi, aujourd'hui, bah, moi, je vais pas voir le dentiste trop souvent parce que j'ai pas de problème. Ou je Mmh. vais pas voir le médecin parce que j'ai pas de problème. En fait, le truc, c'est que, bah, des fois, tu te dis que t'as pas de problème parce que tu sens pas que le problème, il est là. Ouais. Comme il s'est installé insidieusement petit à petit, qu'il a pris du terrain petit à petit, ben, en fait, tu le sens pas. Parce que c'est des changements qui sont tout petits. Jusqu'au jour où ces tout petits changements qui se sont accumulés au fil des mois, au fil des années, ça finit par te créer un très 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 gros problème. C'est comme un fumeur qui te dirait: «Bah, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fume, je suis jamais malade, j'ai jamais la grippe, jamais d'angine, rien du tout. Tout va bien, qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde à aller arrêter de fumer? Je peux continuer, c'est pas grave». Ouais, jusqu'au jour où. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est on ne voit pas le changement arriver, surtout quand il arrive Mmh. par petits morceaux, par petites, tu sais pas, juste des toutes petites choses là, des petites miettes à droite à gauche où bah, finalement, bon allez, c'est un changement de plus là, c'est pas grave. C'est ça. C'est comme ça, maintenant ça a évolué, mais en fait, ça te pète à la tronche à un moment donné, de toute Ouais. façon. C'est comme la grenouille qu'on fait bouillir petit à petit. Enfin, tu sais, pauvre grenouille, Oui, hein, mais la métaphore, ouais, de la grenouille qui reste dans l'eau chaude, mmh, parce que l'eau augmente en température progressivement et qu'elle s'y habitue. C'est mmh. exactement cette image-là. Ouais. C'est exactement ça. Alors Julien, peut-être qu'on va pouvoir parler du désengagement moral aussi. Donc c'est en Mmh. fait, le désengagement moral, c'est l'art de couper le fil entre «je sais que c'est mal», d'accord? Et Mmh. le «je me sens mal», d'accord? Le ressenti qu'on peut avoir après avoir fait quelque chose de, négatif ou de mauvais. Donc tout ça, ça nous vient d'Albert Bandura, qui est psychologue, à Stanford. Et en fait, le désengagement moral, c'est un mécanisme cognitif qui permet de faire quelque chose que tu juges mauvais, tout en continuant à te voir comme une bonne personne. Et Bandura, il a identifié ça. Comment le cerveau peut cocher la case honnête, mais à côté, je vais voler, tu vois, mais sans se sentir schizophrène. Là où Mmh. normalement, ta morale, elle fonctionne comme un système d'autofrein, le désengagement moral, lui, il va te permettre de court-circuiter temporairement ton système de valeurs, ton système moral. Il va pas changer ta valeur. Il va juste changer la manière dont tu vois l'acte que tu es en train de réaliser. Et ça, peut-être, Ouais, Julien, que tout à fait. tu pourras peut-être nous donner des exemples par la suite. Bah, en fait, le truc, c'est que tu vas transformer un acte qui est douteux ou répréhensible en un sacrifice noble, tu vois? En fait, c'est Ouais. comme si tu disais: «Bah, tu sais, moi, si j'ai pris de l'argent dans les caisses, c'est pas pour moi, c'est pour financer ma campagne. En fait, si on perd, c'est les extrémistes du gouvernement qui vont se mettre au pouvoir. Donc au final, en ayant volé cet argent-là, bah, j'ai sauvé le pays». Ouais. Et en fait, le politicien, mais
c'est valable dans plein d'autres domaines, d'accord? Parce que là, on parle de la politique, parce que c'est le sujet qu'on a choisi, l'angle qu'on a choisi, parce que il est quand même hyper d'actualité, mais c'est valable dans tous les domaines. C'est que la personne ne se voit pas comme un voleur ou comme une voleuse. La personne se voit à ce moment-là comme stratège qui va sacrifier sa pureté personnelle. C'est que, regarde, pour le bien commun, je vais commettre quelque chose qui est pas bien, mais je le fais pour les bonnes raisons. C'est la fin justifie les moyens, objectivement. Et exactement, Julien. Et d'ailleurs, on peut donner rapidement d'autres exemples, hein. C'est par exemple le fait de changer les mots pour anesthésier la conscience. Par exemple, plutôt que d'utiliser le mot détournement de fonds, ben, on va utiliser le mot, ben, en fait, je suis en train d'optimiser les ressources. Ah bah oui, D'accord? bien sûr, absolument. J'implémente une gestion flexible du budget. OK? Mhm. On pourrait ajouter par exemple plutôt que le mot pot de vin, bah, ça sera, non, en fait, je ne fais juste qu'une contribution privée à un projet stratégique ou juste Oui, un c'est simple c'est soutien certainement entrepreneurial. à ça que devait penser Sarkozy, derrière les barreaux, il y a quelques semaines. Ouais, ouais, sûrement, ouais. C'est exactement ça, C'était totalement. certainement une contribution privée pour un projet stratégique, en soutien au gouvernement, très Exactement, ouais. certainement. Et ça peut aller jusqu'à, plein de choses, hein, plutôt que d'attaquer un pays, on va juste aller libérer un peuple de la dictature. Voilà, c'est très, très simple, c'est plus smooth, tu vois? C'est plus, léger en bouche, tu vois? C'est un peu Ah plus oui, oui, sucré. C'est absolument. un peu plus Oui, on va sucré, envoyer des hélicos, donc des ça tanks, passe. on va rouler sur tout le monde, on va zigouiller la moitié de la population, mais Ouais, c'est pour libérer le peuple. C'est pour exactement. arrêter des guerres dans une région du monde qui en fait, ça devrait pas, c'est pas normal, donc on va s'en occuper. Exactement. Et le truc qui est drôle, c'est que plus les mots sont techniques, et là on est au cœur de la linguistique, hein, on est dans la Mmh. linguistique, hein, Julien, plus les mots vont être techniques, moins ton cerveau, il va traiter ces informations comme des actions immorales, d'accord? En fait, c'est un peu comme si tu devenais un prestidigitateur, un Mmh. magicien linguistique. Tu fais des petits tours de passe-passe comme ça. Ouais, et en fait, dans ces tours de passe-passe, on va aussi retrouver le fait de minimiser ses actes en les Mmh, comparant à pire. mmh, C'est-à-dire que, bah, attends, bon, oui, d'accord, bon, allez, j'ai pris un peu plus d'argent que je devais, mais tout le monde fait ça. Au moins moi, bah, je me planque pas. Tu vois? Je planque pas des millions en Suisse comme certains. mmh, Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, ben oui, OK, je suis pourri, mais je suis mmh. moins pourri que les autres. Je suis pourri parce qu'en fait, le système est pourri, qu'on est obligé de jouer ces règles-là. Mais moi, je suis moins pourri que les autres. Donc, tu sais, m'en voulez pas trop, quoi. Soyez, soyez sympa. Mais il y a d'autres stratégies, hein. Samir, t'en as certainement une à nous partager, en plus. Ouais, bah, par exemple, il y a la déresponsabilisation totale, Mhm. le déplacement de responsabilité, comme le fait de porter le poids, faire porter le poids au supérieur, au parti ou au système. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du système. Tu sais, le système, il est corrompu. Donc en fait, moi, je fais partie du système. Donc quelque part, voilà, Absolument. Oui, ben c'est le c'est système c'est qui ce veut qu'ont ça. dit les nazis dans leur procès à Nuremberg, hein. Ils ont fait que suivre les ordres. C'est ça. C'est pas eux qui ont décidé. Mmh. Ils ont fait qu'appliquer les consignes du parti, d'accord? Ils avaient pas le Ouais, choix. c'est ça, ils avaient pas le choix, en fait, hein. Mmh. C'est les ordres venaient et puis ils suivaient, donc Exactement. Donc ça, voilà, c'est un déplacement de responsabilité de c'est pas de ma faute. Tu sais, on m'a pris par les mains, on m'a mis le couteau sous la gorge et on m'a dit tu piques dans les caisses pour venir, tu sais, alimenter ton parti, par exemple. J'ai pas oui, choisi, j'ai complètement, juste obéi. Mmh. complètement. Et puis, en plus, bah, du coup, avec cet effet-là, c'est qu'on va retrouver autre chose. On appelle ça la dilution de responsabilité. Puis ça, bah, peut-être que toi qui nous écoutes ou nous regardes, tu l'as déjà utilisé, et peut-être que tu connais des personnes autour de toi qui l'ont déjà utilisé. C'est le coup du ouais, mais bon, on a été plusieurs à signer ce truc-là, là. C'était une décision collective. Pourquoi moi, en fait, je fais partie d'un ensemble. Je veux dire, le bureau politique a voté telle chose. Moi, j'étais qu'une voix au milieu, fait que vous pouvez pas vous en prendre à moi, quoi. Et dans Mmh. la bureaucratie, personne n'est responsable de tout. Ah Tout oui. le monde devient innocent. Et là, pour le coup, je vais raconter une mini anecdote très rapidement. Dans la ville où je vis, il y a eu énormément de détournements. Et il y a plusieurs personnes qui ont été inquiétées de ces détournements. Au final, alors j'ai pas suivi le truc jusqu'au bout, mais au final, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que bah, finalement, ce sont les assurances qui vont compenser la perte financière et que personne ne va être poursuivi pour quoi que ce soit. Moi, je trouve ça magnifique. C'est original. C'est c'est magnifique. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui se produit ici, là, parce que c'est un exemple concret, mais ça se produit partout, dans n'importe quel pays dans le monde, dans n'importe quelle institution, parce qu'en fait, il y a cette dilution de la responsabilité au sein du groupe. Fait qu'à partir du moment où on est plusieurs, ben, il y a plus de responsables. Ouais. Exact.
Ouais, super intéressant. C'est vrai que c'est une stratégie, hein, stratégie comme une Oui, autre. On va minimiser le truc, hein, comme c'est ça. Comme une autre. c'est ça. Bah, on peut parler du mécanisme d'un autre mécanisme, Julien, c'est la déshumanisation des victimes. D'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va plus voir les citoyens comme des personnes, mais comme des chiffres abstraits. D'accord? On va avoir l'impression que c'est juste une ligne dans le budget ou pas des familles qui perdent leur aide, par exemple. Mmh. Les contribuables, c'est pas des gens, c'est juste des cases dans un tableur. C'est tout. L'objectif, c'est j'ai un tableur, j'ai un objectif, c'est ça. L'objectif, c'est la priorité. Les gens, ils souffrent ou autres, on s'en fout. Exactement, et le truc, c'est que plus le niveau de désengagement moral est élevé, plus les comportements de triche et de corruption augmentent. En Ouais. fait, ça va vraiment avec. Donc plus c'est élevé d'un côté, bah, plus ça monte de l'autre. Et le truc, c'est que le désengagement moral, eh bien en fait, il va s'associer, il va être poussé par des traits de personnalité. Et là, on va retrouver le narcissisme, la psychopathie et l'instabilité émotionnelle. Et si on regarde dans le contexte politique, bah en fait, les régimes qui contrôlent l'information facilitent ces rationalisations. La propagande, la censure, en fait, ces mécanismes. Encore une fois, c'est pas unique aux politiciens, mais les systèmes politiques qui sont opaques et qui, en fait, vont avoir le contrôle des tenants, des aboutissants, du discours, du narratif, en fait, qu'il va y avoir autour. Et ça turbocharge toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant. Turbocharge, j'aime le nom, j'aime le mot. Ouais, et peut-être, Julien, on pourrait parler, alors tu en as rapidement parlé tout à l'heure, la triade sombre. Mhm. Euh, En fait, la politique, elle attire et sélectionne 3 types de profils. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la triade sombre. C'est le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie subclinique. Alors le narcissisme, si on devait le nommer un petit peu plus spécifiquement, c'est le besoin d'admiration intense associé à un sentiment de supériorité avec de l'hypersensibilité aux critiques et de la faible empathie. Mmh. Donc en clair, en politique, c'est aime être mis dans la lumière, aime les foules, aime les discours et va rechercher du pouvoir pour alimenter le besoin de validation et de supériorité perçue. Donc le narcissique se regarde dans chaque miroir politique et se demande si au final, bah, c'est pas lui le plus beau. Exactement, j'aime bien celle-là. Le deuxième trait, Julien, c'est le machiavélisme. D'accord? Comme on avait dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est le fait d'être dans le calcul froid, dans la manipulation stratégique, dans l'indifférence à la moralité, la focalisation qui calculée sur l'intérêt personnel. Et en politique, bah, en fait, ça va exceller dans les coups en coulisses. D'accord? Dans les alliances qui vont être opportunistes. Et en fait, la personne va exceller dans la planification à long terme des manipulations subtiles. Tu vois, là où toi, ou moi, ou Julien, on va avoir sur du court terme, des fois sur certaines choses, eux, c'est des forces du mal, mais sur du long terme. C'est sur 10 ans, là, ils ont un plan ils savent très bien où ça va les mener. Ok, c'est des architectes parfois du chaos. Et en fait, le machiavélisme, le machiavélique, il déteste pas, il l'utilise, il va t'utiliser et il va adorer les arcanes du pouvoir. Exactement. Alors il nous reste le troisième trait, c'est la psychopathie subclinique. Là, on va observer un manque d'empathie, absence de remords, de l'égocentrisme, de la témérité sociale, mais c'est allez tout le monde, on va y arriver, on y va en cœur, ouais, ça va fonctionner. Puis après, ça se planque et puis ça fait plus rien. Et puis c'est du charme superficiel aussi. Alors en politique, c'est des personnes qui vont rester très froides devant des conséquences humaines, qui vont mentir, mais alors sans broncher, sans sourciller. Mais le truc, c'est que le psychopathe subclinique, bah oui, il a un super charme lors des dîners, mais comme il a zéro culpabilité, eh ben en fait, il va te ruiner allègrement, sans se poser de questions et sans s'intéresser aux conséquences que ça pourrait avoir derrière. Parce que de toute façon, tant qu'il est reconnu et validé, le reste, il s'en fout. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, justement, il y a une étude qui nous parle de ça. C'est que ils ont mesuré ces traits chez des vrais leaders et on voit en fait un effet direct sur l'atmosphère politique. Alors, le nom de l'étude, c'est Dark Personality Traits in Politician Fuel Political Polarization. À tes souhaits. Ouais, merci Julien. Et qui a été, alors qui date, il me semble, des années 2020. Et en fait, ils ont réalisé sur un échantillon de 90 politiciens éminents
et 40 élections nationales, toutes ces choses-là. Et les résultats, c'est que plus un leader a un score haut sur du narcissisme, machiavélisme ou psychopathie, plus ses partisans, ils vont déshumaniser l'autre camp. Et écoute bien ça, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Je remarque, Julien, et je vais faire très très court, tu sais, pour pas trop partir à droite à gauche, mais je remarque depuis quelques années que la politique s'est extrêmement polarisée. Les gauchistes sont tous des mauvais, d'accord? Et pour quelqu'un qui est à gauche, les droitards sont tous des connards. Tu vois, vraiment, et en plus ça rime, mais vraiment c'est pour dire le truc. Alors, moi et Julien, on est ni l'un ni l'autre, hein. On essaie d'être le plus nuancé On les met tous possible. dans le même panier, tous des cons, pareil. C'est exactement ça, ouais. Non, je Voilà, plaisante. nous, au moins, c'est tout le monde. mais c'est juste pour dire que, en fait, ça, c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister actuellement, cette déshumanisation des autres camps. Tu vois? Et des fois, il y a des familles qui se déchirent Ouais, pour ça. puis ça date pas d'hier et je pense que ça fait partie, en tout cas pour ma part, de l'aversion que j'ai pour la politique et de l'incompréhension de ce système-là, profondément. Même si c'est ça qui fait tourner le monde et que c'est à travers ça que les choses fonctionnent et que même si on est profondément convaincu qu'il y a d'autres processus qui pourraient être mis en place pour que ce soit beaucoup mieux géré et l'idée probablement, mais on n'a pas la science infuse là-dessus, donc c'est juste un pressentiment, un sentiment qu'on partage, mais clairement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et en fait ça devrait attirer notre attention. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast aujourd'hui. C'est pas pour parler de politique en tant que tel, mais c'est pour comprendre les mécanismes qui sont derrière et de se dire regarde, on est en train de voir des choses se passer chez ces individus qui sont là, présents, qui ont le pouvoir entre les mains, qui prennent des décisions pour nous. Et on devrait prendre du recul en se disant, il y a plein de signaux là qui nous montrent qu'on est en train de partir, mais pas dans la bonne direction, qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas et qu'il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça, parce que sinon ça risque de nous péter à la tronche, mais bien comme il faut. C'est ça. D'ailleurs, l'autre, Julien, comportement qu'on a pu observer chez les partisans, c'est que les partisans sont plus disposés à des mesures qui vont être antidémocratiques pour combattre le camp adverse. Le camp Tu vois? adverse. Ouais. Et, Bah et oui. ça, c'est un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu acceptes, tu soutiens des mesures antidémocratiques pour combattre l'autre, toi, un jour, tu seras peut-être concerné par des lois qui ne te satisferont pas. Tu vas basculer dans le camp inverse, même si tu aimes ce candidat. Ouais, tout à fait. Mm. Alors après, on peut aussi Ou cette parler candidate. justement, tu sais, de ce point de charisme, d'assurance, le fameux leader naturel. En fait, c'est souvent du narcissisme récompensé. Ouais. Parce que les narcissiques se présentent plus, parlent plus fort, prennent plus facilement les premières places. Si on regarde les machiavéliques qui savent naviguer en coulisses et se rendre indispensables, et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des systèmes politiques qui vont sursélectionner ces traits de personnalité, mais sans s'en rendre compte. C'est pas on se dit tiens, lui c'est un bon narcissique, on va le prendre. Elle est bien machiavélique, hop, on va la prendre. Non, en fait, ça se fait en arrière-plan, on s'en rend pas compte, mais c'est systémique. C'est le système qui s'est organisé comme ça et du coup qui donne de la place justement là-dessus. Et Samir, on avait mis à jour, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais il y avait eu un jeu de mensonges avec des maires justement, alors les maires de mairie, justement, qui s'était passé, si je dis pas de bêtises, c'était en Espagne. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler rapidement? Ouais, exact. En fait, ils ont testé sur de vrais politiciens avec un jeu de mensonges qui est assez simple. Donc, c'est une étude en fait qui a été réalisée et le nom de l'étude, alors je vais pas la dire cette fois-ci en anglais parce que ça va certainement te faire mal à la tête. Je vais la traduire en français. Donc en fait, c'est le fait de faire émerger les préférences pour la vérité dans une enquête auprès de responsables politiques. Elle a été publiée dans le journal du PNAS, donc Proceeding of National Academy of Science, en 2020. Donc, elle a été faite effectivement sur des maires espagnols où on leur a proposé un jeu de tirage au sort avec des dés, des pièces et des urnes qui peut rapporter plus d'argent s'ils mentent sur le résultat. Et du coup, ici, en fait, personne ne peut vérifier individuellement qui a menti. On peut pas savoir qui a menti. Mais statistiquement, on sait à la fin, encore une fois, de cette étude-là, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Et le résultat, c'est que les élus des grands partis, ils mentent environ 8 points de pourcentage de plus que les autres. Et le truc, c'est qu'en plus, le fait de mentir, ça abîme pas leur chance d'être réélus. D'accord? C'est ça le truc qui me choque le plus.
dans cette étude. Ouais, c'est ça le truc, c'est que, bah, le système récompense, donc en fait, de toute façon, ça sera pas un problème. Bah, il suffit de voir, certains, maires, par exemple, alors je pense là Ça me fait penser à maire un avec un B, en bah, un commence par un maire B. en France, de la région parisienne, qui, a allègrement, détourné des fonds et rendu des services à droite à Il gauche et il y en a les un qui est connu Vaudois avec et sa tout ce femme qu'on veut. justement, ils font ça en Bah, couple. c'est justement à eux que je pense. OK. Donc s'ils écoutent le podcast, je leur passe le bonjour. Coucou! Mais mais voilà, on est sur ce truc-là et en fait derrière ça, c'est que, tu sais, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais je vais revenir dessus parce que c'est quand même important. C'est de comprendre en fait que c'est une vraie pente glissante. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec un gros salopard au pouvoir du jour au lendemain comme ça. C'est que la corruption, elle commence rarement par un truc qui est énorme. Ça commence par un tout petit écart mais le truc qui passe crème. Genre un cadeau un peu trop cher, un voyage offert, tu sais, pour aller étudier un truc, un petit favoritisme dans un contrat, une petite dissonance cognitive au début. Ah bon, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas très grave non plus. Regarde, tout le monde fait pareil. Et je veux à ce moment-là juste refaire une petite digression sur ce que je disais sur la ville où je vis. Dans le cadre justement d'institutions, j'avais eu écho, donc je ne donnerai pas de nom bien évidemment, mais j'avais eu écho d'une personne avec qui j'étais en contact, qui en fait avait un poste à responsabilité. Et elle a voulu amener des changements dans l'institution dans laquelle elle se trouvait parce qu'elle estimait qu'il y avait des choses qui étaient pas normales. Une autre personne est venue la voir en lui disant, mais j'ai pas les mots exacts, hein, mais c'est presque ça, en lui disant, non, non, mais t'inquiète pas, regarde, fais comme on a l'habitude de faire, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on est là pour te couvrir. Ça veut tout dire. Mmh. Ça veut tout dire. C'est comme, regarde, c'est pas si grave, tout le monde fait ça, on fait ça depuis des années, c'est ok. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est comment on finit par voler des millions? Eh ben, ça commence par des toutes petites concessions, des petites choses qu'on accepte au fur et à mesure. Et le truc, c'est que ces petites choses qu'on fait au fur et à mesure, elles désensibilisent l'amygdale. Et ça, là-dessus, Samir, tu pourrais sûrement nous en dire un peu plus. Ouais, ouais, d'ailleurs, ben, on avait fait un podcast une fois sur la question aussi du mensonge, Oui. où on a expliqué que le mensonge, bah, plus tu vas mentir, même pour des petits mensonges, plus tu vas, et on ment tous. Ça, c'est le truc à garder, on ment tous sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens vont faire On des mensonges réajuste. blancs, par exemple, ce qu'on appelle. Mhm, Ouais. tout à fait. Ouais. Maintenant, c'est juste qu'il faut faire attention que ça ne s'installe pas sur la durée. Et en fait, le truc, c'est que plus tu mens, plus ton cerveau va s'habituer et plus ben, tu vas sortir de gros mensonges. Et ça vient d'une étude, encore une fois, qui s'appelle The Brain Adapts to Dishonesty. Donc, en fait, le cerveau s'adapte à la malhonnêteté. Mhm. Je vais le traduire comme ça. Et les auteurs sont Neil Garrett, Stéphanie Lazzaro et Dan Ariely et Tali Charot. Donc, il y en a beaucoup qui ont travaillé dessus. Encore une fois, généralement, c'est toujours des équipes de toute façon qui travaillent, même si on donne un nom et Oui, qui a été tout à fait. publié sur le Nature Neuroscience. Et en fait, le truc, c'est que les participants, ils doivent faire une tâche où ils peuvent exagérer pour gagner plus d'argent. D'abord, en fait, ça commence par des petits mensonges et après, ils continuent leur tâche sur plusieurs tours. Avec l'IRMF, ils mesurent l'activité de l'amygdale Mhm. et on se rend compte, en fait, qu'à la première malhonnêteté, la première fois qu'ils mentent, l'amygdale, il réagit fortement. Au départ, en fait, ce que ça renvoie comme information, c'est que l'amygdale, il émet un signal de attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es en train de déconner, mon petit gars. Et au fil Pas des du tout. mensonges, en fait, la réaction de l'amygdale, elle diminue. Le cerveau, il s'habitue. Et plus cette diminution, elle est forte d'un tour à l'autre, plus la personne, elle va mentir davantage au tour suivant. Et toi qui m'écoutes, je suis sûr et certain que tu connais cette petite voix dans la tête qui te dit non, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, attention, etc. Cette petite voix là ta conscience, c'est ta conscience qui te parle. Eh ben, en fait, je pense que toi aussi tu l'as remarqué dans ta vie que cette voix, elle diminue en intensité au plus tu fais quelque chose. Et parfois, quand tu as vrillé violemment, généralement on s'en rend pas compte quand on vrille violemment. On s'en rend compte quand ça commence à avoir des grosses conséquences dans notre vie. Et là tu te dis mais je comprends pas ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 1 an, je faisais pas ça moi. Je pensais pas, je savais pas, j'avais Ouais, pas conscience. ouais. Bah ouais. T'as conditionné ton cerveau. T'as conditionné ton cerveau, exactement. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer que il y a des études, il y a des expériences qui ont été réalisées
et qui viennent prouver tout ça. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent, Julien, nous disent mais ça on le sait très bien que tu sais mentir un petit peu ça nous fait, mais en fait c'est bien de voir aussi que la science elle le montre, parce que quand tu as des données factuelles, ça a plus de poids. Oui, puis ça permet aussi de ressortir finalement ces problématiques qu'on observe et ces jugements en fait qu'on peut porter sur certains individus où en Mmh. fait, oui, il y a l'individu qui doit être puni, ça ok, mais qu'en fait, ce n'est pas l'individu qui est représentatif du problème, c'est que le Ouais, problème il est beaucoup plus vaste et c'est un système qui le soutient. c'est Et ça. d'ailleurs, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'aller mettre un petit peu de nuance parce qu'on dit que souvent, en fait, la corruption va arriver par des petits morceaux, par des petits bouts et ça va s'accumuler et grandir. Mais il y a une étude aussi qui a démontré que quand on prend un premier groupe et un deuxième, il y a le premier groupe à qui on va donner une lente progression de petite corruption et au deuxième groupe, on va donner une grosse opportunité de corruption, mais vraiment d'un seul coup. Et en fait, le résultat, c'est que la corruption, dans sa forme la plus sévère, apparaît plus souvent quand l'occasion est massive et offerte d'un seul coup que finalement de l'accumulation. Donc en fait, l'idée, c'est que certains politiciens restent relativement propres jusqu'au Mmh. jour où il y a une offre mais gigantesque qui tombe sur la table et en gros, ils peuvent pas refuser ça. Donc les deux voies sont pas bonnes, ça va nous emmener directement vers la catastrophe, que ce soit les petites concessions morales répétées ou l'énorme occasion trop belle pour être refusée, ça va mener au même point. Et là, on va peut-être faire à nouveau référence aux pays nordiques, où finalement, dès qu'il y a un politicien dans les pays nordiques qui vont faire un truc de travers, genre se faire rembourser des frais de taxi pour aller à un endroit parce qu'ils sont partis en retard le matin et qu'en fait normalement ils doivent prendre les transports en commun et qu'ils n'ont pas de chauffeur particulier. Et ben si jamais pendant l'analyse en fait de leurs dépenses etc ça vient à sortir publiquement, ils sont presque obligés de donner leur démission. Pourtant c'est juste une facture pour un taxi. Mmh. Parce qu'en fait, ils sont pas censés détourner l'argent du contribuable. C'est considéré comme du détournement d'argent de contribuable. Et là, Ouais. par exemple, nous en France, on a eu finalement une loi qui a été votée pour dire hey, les anciens ministres là, vous allez vous détendre. C'est fini les chauffeurs particuliers, les machins, les trucs, les bidules. Donc ça fait un scandale pour eux parce que il y en Ah, a, ils sont pas ils sont contents, hein. tellement habitués depuis 30, 40 ans à vivre ça que ça va les chambouler du jour au lendemain. Mais voilà, c'est que, encore une fois, c'est une preuve que c'est le système. Ah, tu peux t'en prendre à l'individu puis mettre des gens derrière les barreaux. Il n'y a pas de problème. Tu peux essayer d'en faire des exemples, mais si le système continue de tourner toujours de la même façon, le problème, c'est que ça changera rien du tout. Mmh. Ouais, ça me rappelle juste rapidement, hein, mais ça me rappelle, justement un truc qui s'était passé en France. Elle avait été une ministre ou un truc comme ça qui avait été auditionnée avec son équipe parce qu'elle avait été rencontrer, des spécialistes du climat, en fait, du changement climatique Ah aux oui, oui, États-Unis, oui. d'accord? Donc, C'est pour apprendre voyage les tout bonnes frais, pratiques. ouais, pour apprendre les bonnes pratiques, effectivement. Voyage tout frais payé jusqu'à New York avec les meilleurs hôtels, avec toute son équipe, et cetera. Alors que le plus grand spécialiste dans le domaine, il est français. Il habite en Absolument. France. Donc, tu vois, vraiment pour dire à quel point c'est C'est ça. Prenez-nous pour des jambons. Il n'y a pas de problème. c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Donc, Mais plus c'est peut-être, gros, plus ça passe, hein, tu sais. ah ouais, c'est ça. Exactement. Plus c'est gros, plus ça passe. Effectivement. Donc, justement, Julien, je vais en profiter. Plus c'est gros, plus ça passe. Toi qui nous écoutes, si tu ne veux pas que la fin du monde se passe dans une semaine, like et abonne-toi à notre podcast parce que ça va être dans une semaine. Fais attention. Absolument. Je sors un gros mensonge, tu sais. Je parle du fait que c'est pas bien de mentir. On va avoir un pic de likes et d'abonnés. Ça va être un truc de dingue. C'est ça. Et peut-être un autre point qu'il faudrait amener, c'est la normalisation organisationnelle, Julien. C'est que la Ah oui, partie la plus dangereuse, c'est quand la corruption, c'est plus un accident, mais ça devient une routine. OK? c'est un Et ça, standard. comment? Ça devient un standard. Ça devient un standard, effectivement. Et selon des travaux de Ashford et Anand, donc dans les années 2000, en fait, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'institutionnalisation. Donc les pratiques corrompues deviennent la manière normale de faire. D'accord? Les nouveaux politiciens, ils vont arriver, on va lui dire c'est comme ça que ça fonctionne, on a toujours fait comme ça. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire exactement la même chose. Si on lui explique que de toute manière, ça a toujours été comme ça de faire
d'avoir des appels d'offres truqués, bah, ça va devenir une procédure par la suite, d'avoir des appels Absolument. d'offres truqués. Et d'ailleurs, ça me rappelle un autre truc qui s'est passé dans une mairie en France. Voilà, c'est un ami qui était en lien avec une mairie qui m'a expliqué ça. Je vais pas citer quelle ville, etc., parce que sinon, mais qui m'avait expliqué comment, ben, en fait, dans certaines mairies, ils allaient approcher certaines entreprises pour faire des gros contrats alors qu'ils en Mmh. ont pas besoin. En fait, c'est des outils qui sont pas adaptés pour les mairies, qui sont plus adaptés pour des entreprises. Et je sais pas, moi, ils vont aller travailler avec certains entreprises de software ou des entreprises avec d'autres trucs Mmh. qui n'ont rien à voir avec leur domaine, mais ils vont gonfler la facture et après ça passe en dessous, tu vois. Mais Oh, vu que c'est normal, c'est normal, c'est c'est normal. normal. Bah, tu sais, c'est comme quand, je naviguais beaucoup dans le domaine de la formation, surtout les parties de formation financées par le public, heu, où, finalement tu rencontres, le responsable des assédics à l'époque, qui te dit, autour d'un café: «Oh bah, vous savez la procédure elle est simple, hein, vous avez juste à me reverser, tant de pourcents de ce qui va être mis dans le dossier et puis on vous fait passer en premier, il y a pas de problème». C'est cool. Mais Ouais, c'est standard, c'est c'est ça. normal, C'est c'est comme normal. ça qu'on procède. Mmh, Mais par contre exactement. attention, faut que personne le voie, faut que Ah oui, personne soit oui. au courant, faut faire ça sous la table. Ouais, c'est ça. Ah, c'est à partir du moment où ça peut pas être rendu public, c'est que tu es peut-être pas censé le faire. Mais bon, Exactement, c'est ça. Et là, on n'est les même pas dans le c'est à la limite de la loi. Là, on est vraiment oh non, dans non, la mais là corruption, ouais. Parce on est dans la qu'effectivement, des fois, corruption, bien comme il faut. Bah oui. il y a des zones de gris, en fait, dans la loi qui font que, bah, c'est pas interdit et c'est pas non plus, bah, si tu abuses aussi, c'est pas autorisé. Mais ça veut pas dire que c'est interdit. Non, là, c'est juste que, bah, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. C'est voilà, ça fait des années que ça roule comme ça, puis il y a jamais eu de problème, alors pourquoi est-ce qu'on changerait? Hein? Exactement. Franchement. Franchement, hein. Ça nous arrange en plus. Donc le deuxième pilier justement Ouais. Julien, c'est la rationalisation. Le fait qu'il y a un narratif commun qui va justifier. Par exemple, on est obligé de jouer à ce jeu pour gagner. On est obligé de jouer avec les jeux du système, d'accord? Nos adversaires, ils font pire. Pourquoi est-ce que nous, on se priverait au final? C'est Absolument. un autre exemple. Ou encore, l'argent, elle sert finalement à l'intérêt public. D'accord? Quand tu vas piquer de l'argent de l'Union européenne alors que tu es anti-Europe pour financer ton parti, bah, tu vois, ça Absolument. sert à financer, voilà, C'est pour la bonne la cause, c'est République. pour la bonne cause, Samir, c'est pour la bonne cause. Exactement. Et après, beh, il y a la socialisation. C'est les anciens qui vont initier progressivement les nouveaux. Ils vont les coopter, ils vont leur enseigner ces petites astuces. Ça va commencer par Oui, des petites triches, on puis va les après, mentorer. ça va aller, ouais, ils vont les mentorer, ouais. Ben c'est ça. Beh, en fait, le truc, c'est que au-delà de cette normalisation, du coup, dont tu viens de parler, c'est qu'il y a l'aveuglement éthique. Ouais, Et en fait, il y a des études éthiques comportementales qui ont montré que les acteurs peuvent devenir éthiquement aveugles. ouais, Donc en fait, même ceux qui ont le pouvoir, même ceux qui font partie du système et qui pourraient en fait voir des choses, ne vont pas les voir. Pas parce qu'ils ouais, manquent de morale, pas parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est parce qu'en fait, ils sont mis sous pression, ils sont dans des cadres cognitifs qui mettent l'accent sur l'efficacité, la loyauté, la performance, au lieu d'une notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Qu'est-ce qu'on fait pour limiter la casse? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre de l'éthique? En fait, il y a pas d'éthique. C'est juste, tu es efficace, tu es loyal envers ton parti, tu respectes tes engagements, on t'a donné de l'argent pour ça, on t'a payé ta maison en bord de mer là-dessus, on a envoyé tes gosses à l'université, tu pas besoin de payer les études. Fait que maintenant, bah, tu vas suivre le mouvement. ouais, Et en fait, cette disparition éthique, elle arrive pas du jour au lendemain, mais c'est tout fait pour, bah, on a décidé que dans les 15 prochaines années, c'est toi qui allais prendre le pouvoir. Donc à partir de maintenant, on te prend sous notre aile, puis on va t'expliquer comment ça marche. On va t'expliquer les rouages, on va te faire rencontrer du monde, on va te faire vivre des expériences, on va t'amener à des endroits, on va prendre des photos, on va te faire signer des papiers, on va te faire t'engager sur tout un tas de choses. Et en fait, on te grignote petit à petit, ce qui fait que quand tu arrives au milieu du truc, bah, t'es même plus capable de voir ce qui marche pas. ouais, Parce que tu rends en fait le truc totalement invisible et vu que tu le vois pas, bah tu peux pas le nommer, tu peux pas le critiquer, tu peux pas le pointer du doigt, tu peux pas dire ben non, c'est pas normal qu'on fasse ça jusqu'au jour où
bah là, il y a d'autres institutions qui s'en mêlent et qui disent, bah ça, c'est pas normal. Et là, d'un seul coup, t'as tout le monde qui fait, ah bah oui, effectivement, c'est pas normal, mais on aurait dû faire ça il y a déjà des années, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été voté avant. C'est comme, bah tu fais partie du système, gars. Bah, c'est ça. Allume, en fait, allume. Ouais, exactement. Et Julien aussi, on pourrait parler de comment les croyances des politiciens vont avoir une influence sur les électeurs. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les politiciens croient de toi vont influencer directement leurs décisions. Ok? Il y a une étude de sciences politiques qui a été publiée au début des années 2020 qui montre que les élus qui pensent qu'en fait nous sommes des court-termistes, bah, ils vont faire moins de politique sur du long terme. S'ils Mhm. considèrent que toi, citoyen, tu as une vision court-termiste, bah, ils vont arrêter de faire du long terme. Ils vont arrêter de mettre en avant les bienfaits du pays et dire, bah, OK, ils veulent plus d'argent, bah, on va leur donner plus d'argent, quitte à mettre le pays dans la merde d'ici 3, 4 ans. Ouais. Ouais, et Mm. puis dans la lignée, il y a aussi le fait que, bah, tu sais, souvent, ils sont pressés de gagner, en fait. Ouais. Parce qu'il y a cette pression, il y a il y a toute une démarche. Alors, il y a la démarche où tu vas commencer à prendre des contacts, à montrer que tu veux, tu sais, monter en grade, etc. Mais à partir du moment où tu as les élections qui commencent, bah, le truc, c'est que tu es pressé de gagner. Ton adversaire aussi. Donc, en fait, bah, tu vas trouver toutes les justifications pour raccourcir. Et en fait, c'est là que la corruption va rentrer le plus. Parce qu'il y a Mhm. de la corruption en amont, mais il y a de la corruption au moment même où, en fait, on est en train de mettre les choses en place et d'être dans la dynamique d'avoir des élections qui se produisent. C'est là, en Mhm. fait, où il va y avoir le plus de corruption. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, c'est que, par exemple, l'argent politique, quand ça devient opaque, parce que techniquement, en tout cas, quand on regarde comment c'est censé fonctionner, il y a un cap qui doit pas être dépassé de dépenses, d'investissement pour justement pas faire de la concurrence déloyale et se dire, bah moi j'ai pu mettre 1 million dans ma com et puis le parti adverse il a pu mettre que 100 000. Donc normalement il y a un truc qui est régulé là-dessus. Je dis bien normalement. Mais quand ça devient opaque, en fait, bah, c'est le crime organisé qui peut s'implanter à ce moment-là. Parce Ouais. qu'en fait, ils vont payer les politiques et ils vont demander des retours. Et tout ça, en fait, encore une fois, c'est de la banalité qui va s'installer. Et tout à l'heure, Samir, tu parlais de Hannah Arendt, Ouais. justement. Est-ce que tu peux peut-être justement nous parler de cette personne normale, mais qui va organiser l'horreur finalement derrière ça? Ouais, bah, en fait, Hannah Arendt, avait, étudié le cas de Eichmann, à Jérusalem. Donc, Mhm, Adolf Eichmann, donc il avait le même prénom que, tu sais, le chef là, mhm, et qui était l'un des organisateurs logistiques de la déportation des Juifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Arendt montre que cet architecte de l'Holocauste, il était ni fou, ni démoniaque. mhm, C'était juste un cadre qui cochait les cases. Lui, il était là, il devait cocher les cases. Et le mal, il était devenu tellement banal parce qu'il était mhm. dilué dans la bureaucratie. Et c'est là aussi que tu peux te rendre compte à quel point la bureaucratie peut justement amener à ce genre de comportement et de corruption. C'est pour ça que j'aime pas la bureaucratie. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est pour ça que ça me donne des boutons. Mais oui, et d'ailleurs, tu vois, ça me rappelle qu'on en avait parlé justement dans notre fameux podcast. On avait parlé d'Hitler, où bah, ils avaient réussi à tellement compartimenter les actions qu'il y a plein de gens en fait qui posaient des actes, qui prenaient des décisions, qui enclenchaient le prochain levier, le prochain engrenage, qui malheureusement n'étaient peut-être même pas au courant de ce qu'ils étaient en train d'activer et de mettre en Mhm. place. Ouais. Peut-être Julien, alors on est presque à la fin du podcast, mais d'amener une autre expérience, c'est vrai qu'on en a donné beaucoup. Il y a l'expérience de Philippe Zimbardo qui montre Ouais. que des étudiants normaux peuvent devenir durs, voire cruels, juste en changeant de rôle. Tout à fait. Ouais. Super intéressant comme étude. Bah, vas-y Samir, raconte-nous une histoire, Père Ok. Castor. Donc en fait, l'expérience de Stanford, elle a eu lieu en 1971 et elle montre que même des étudiants sans histoire, dans un rôle de gardien, et ça, je me rappelle, j'avais vu un documentaire sur ce sujet il y a plusieurs années. J'avais pas de nom dessus, mais là, je viens de Mhm. faire le lien qu'effectivement, c'était l'expérience de Ouais, puis on Stanford. en avait parlé dans un précédent podcast de Et on, cette ouais, expérience-là en plus. on en Mm. avait parlé effectivement. Et en fait, monsieur ou madame, n'importe qui, d'accord. Demain, tu vas le mettre dans un rôle de gardien, dans un rôle de, tu sais, on va te donner un uniforme
on va te donner Mmh. des responsabilités ou un certain pouvoir, bah, qu'est-ce qui va se passer selon cette expérience? Bah, ils vont glisser dans des comportements qui vont être beaucoup plus cruels. D'accord? Et je me rappelle que dans ce comportement, on avait un groupe de personnes, parmi eux, on a choisi certains, ça va être des gardiens, bah, ils ont commencé à malmener leurs collègues au final, leurs amis, tu vois? Mmh. Et en politique, bah, quand tu donnes un rôle, un uniforme ou un statut, bah, tu vas créer exactement ce genre de terrain glissant. C'est ça, en fait, souvent quand on dit que le pouvoir te monte à la tête. Le truc, c'est que ça peut nous arriver à tous. On a cette tendance parfois à s'idéaliser en disant, mais moi, si j'étais à cette place-là, je serais quelqu'un d'altruiste, je vais changer le monde, je vais faire. T'inquiète pas, tu sais que Fidel Castro, C'est ça. il avait des idéaux, mais de malade. Le mec, il avait de superbes intentions. Mmh. Bah, comme la plupart des dictateurs, hein, Hmm. Ouais, au départ, c'est ça. comme la plupart. Hmm. Fait que toi qui nous écoutes, rassure-toi parce que, bah, Zimbardo justement sur cette étude-là, insiste en fait qu'il y a 3 niveaux à prendre en compte. Il y a la personne, on a dit qu'il y avait des traits individuels, narcissisme, machiavélisme et cetera. Donc il y a la situation, c'est-à-dire le rôle, le costume, les attentes immédiates qu'on va avoir de toi et du rôle que tu joues, et puis le système, les règles du jeu, la culture institutionnelle. Est-ce qu'on te sanctionne ou est-ce que tu peux agir en toute impunité? Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaises pommes, il n'y a pas de mauvais barils ni de mauvais fabricants de barils. En fait, l'idée, c'est que bah, un politicien qui serait corrompu, c'est les 3 niveaux qui sont alignés dans le mauvais sens. Ouais. Donc, on arrête de regarder seulement la mauvaise personne. Donc, ça sert à rien d'aller taper sur la tronche de Marine, sur Sarkozy, sur ceci, sur cela. Ça veut pas dire que ça en fait des bonnes personnes pour autant, Mhm. d'accord? Mais comprendre que s'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'il y a un système autour de ça. Et c'est Ouais, valable dans n'importe quel pays. ouais, Donc, ce qu'il faut changer, c'est des choses et il faut que ce soit fait de manière beaucoup plus systémique. Parce que ouais, si on fait pas ça, bah, le problème, c'est que ça va continuer. Donc, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière les barreaux, ça changera rien. Et tu as un exemple d'ailleurs là-dessus. Euh, Tu prends la Corée du Sud, et la Corée du Sud, tous les membres du gouvernement finissent en tôle, oui, systématiquement. ouais. Parce C'est-à-dire qu'il qu'ils y a restent des 6 histoires mois, de. 1 an, 2 ans, et ils Ouais. finissent tous en tôle. Qu'est-ce qui fait qu'ils finissent tous en tôle? C'est que tous ces gens-là se disent « Oh bah moi je suis un gros escroc, je vais pouvoir profiter pendant 2 ans, puis après je sais que je finirai en tôle, mais c'est pas grave. » Mm. C'est pas parce que c'est que des personnes qui sont mauvaises qui arrivent au pouvoir. C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui vont subir le système. C'est le Ouais, système qui est pas bon. Et si on a un meilleur système, on pourrait avoir, du coup, de meilleurs traits qui ressortiraient des individus. Et du coup, on aurait de bien meilleurs résultats, des sociétés bien plus résilientes, bien plus ouvertes, bien plus connectées, bien plus soutenantes. Mais faut changer le système. ouais, Faut arrêter de croire que en continuant de répéter le même système, en changeant juste les pions finalement qu'on met dans le système, ça ira mieux parce qu'en fait, ouais. Bah d'ailleurs, la Corée du Sud, mais vraiment très court, hein. En fait, le truc qui se passe en Corée du Sud, c'est que tu as des entreprises qui apportent tout le PIB et toute la richesse du pays, donc comme Samsung, comme Hyundai, etc. Donc mhm, c'est des conglomérats. Et en fait, si demain ces entreprises se cassent la gueule, la Corée du Sud, elle est dans la merde. Parce que c'est eux qui ramènent absolument. la grosse partie de la richesse du pays. Donc en fait, en Corée du Sud, eux, les patrons de ces entreprises, même si à chaque fois ils sont mouillés dans les affaires et ils sont jugés, ils vont pas en tôle. Parce que leur rôle est trop important, parce qu'ils ont trop de pouvoir, Bah, en c'est quelque ça. sorte. Ils Mais ont de par contre, l'impunité sur leurs ouais, actes. Ouais. c'est les chefs d'État ou les chefs d'État avec un E ou sans E Mhm. qui, eux, finissent en prison. Donc c'est si tu veux être président de Corée du Sud ou présidente, passe ton Oublie. chemin. Deviens plutôt entrepreneur en Corée du Sud, c'est C'est vachement plus ça, payant. ça marchera mieux, ouais. Donc, avec tout ça, on va pas aller plus loin sur le sujet. Je pense que tu as compris l'essence de ce podcast et on espère qu'on t'a apporté des informations pertinentes, utiles, pour que tu comprennes bien que la dérive, c'est pas en fait un truc qui est isolé. D'accord? C'est un effet de combinaison. Et les neurosciences, elles sont claires là-dessus. Le pouvoir, il te recable le cerveau. Il t'enlève de l'empathie et il te pousse à mentir plus souvent. Et si tu as un système en plus qui te soutient dans tout ça, bah alors là, c'est la fête à neuneux, tout va bien, C'est on ça. attrape la queue du Mickey et on va s'acheter un hot dog. Fait, il y a des profils qui sont beaucoup plus à risque.
Et ces profils, c'est la triade sombre, narcissisme, machiavélisme, psychopathie. En fait, ils sont naturellement plus sursélectionnés par le système. Donc ça serait bien aussi de changer ces éléments-là. Donc on a du désengagement moral en se disant qu'on est du bon côté. Hein. On se dit aussi que les institutions, elles sont trop faibles, il y a trop d'opacité, il y a trop de pression électorale. Et puis, tout cet environnement-là amène que la corruption devient normalisée, socialisée, institutionnalisée. Donc, bien retenir que la prochaine fois que tu vois des politiques qui sont accusés de choses qu'ils ont faites et que c'est pas bien de les faire, attention, hein, prends du recul en te disant ouais, c'est cool, il y a une partie de moi qui est content que finalement cette personne-là elle paye parce que c'est pas normal que tu poses pas ton regard au bon endroit. T'es en train juste d'enlever, tu sais, un petit truc là dans le système qui va pas, mais lui c'est juste le résultat, cette personne-là c'est juste le résultat. Cette personne-là elle était pas pourrie au départ. C'était probablement une bonne personne. C'était probablement une personne animée de tout un tas de choses. Mais le pouvoir qu'on lui a octroyé, son profil à risque qui est naturellement présent parce que s'il en est arrivé là, c'est qu'il avait ce profil-là, plus les mécanismes psychologiques, plus le système, du coup, ça amène tout ça. Donc, citoyens, citoyennes, écoutez le message de Samir. Et de Julien aussi. Voilà, faut pas t'oublier. Donc voilà, toi qui nous écoutes justement, si tu cherches le bon politicien ou politicienne, tu vas te tromper de combat malheureusement. Et ce qu'il faut regarder, c'est avant tout les garde-fous. Et je dirais même plus que ces garde-fous-là, il faut les surveiller. Il faut faire attention. Il faut pas cautionner justement quand ces politiciens ou ces politiciennes vont venir y toucher. D'accord? Et ça, c'est dès le début. Plus le temps va passer, au plus ça va être catastrophique. C'est dès le début qu'il faut agir. Et ça, c'est notre responsabilité à nous, en fait, en tant que citoyens. Absolument. De faire attention. Vraiment. Et voilà, de faire attention aussi, justement, parmi les autres garde-fous, c'est la transparence réelle sur l'argent et les marchés publics, c'est les contre-pouvoirs, justement. C'est de veiller à ce que les contre-pouvoirs soient toujours là et tiennent. C'est de limiter les mandats clairs, pas renégocier. On a fait un podcast récemment sur le fait que de plus en plus de gens désirent la dictature, malheureusement. Et ça, va falloir faire attention parce qu'au plus longtemps quelqu'un reste, au plus il pète un câble. Et ça, on a pu le voir à plusieurs reprises. On le voit encore dans certains pays où les 10 premières années, ça se passe bien. Et après, c'est fini. C'est la merde. Ouais, et puis après, il y a ce truc-là aussi où finalement, oui, on veut quelqu'un potentiellement qui a plus de pouvoir et qui va être capable d'amener du changement. Mais du coup, c'est dire en fait que le problème, c'est l'individu. Et on se dit, tiens, on va mettre un individu plus fort que les autres dans un système qui est de toute façon pas viable. Ça va être juste la catastrophe. Ça va être l'enfer, le truc. On va tous souffrir. On va perdre tout ce qu'on a pu gagner jusque-là, tout ce qu'on a pu mettre jusque-là en place. Ça va être une véritable catastrophe. C'est pas un individu qu'il faut mettre au pouvoir, c'est un système qu'il faut changer. Un système. Parce que, et vraiment, là, pour le coup, je t'invite, toi qui nous écoutes ou nous regarde, c'est est-ce que toi, tu te racontes des histoires? Est-ce que tu te dis, c'est comme ça, c'est normal, il y a de la corruption, en fait, on fait tous pareil, pourquoi je me soucierais de telle situation? Non, le gars pour qui j'ai envie de voter, c'est pas le pire, donc s'il est assez bon pour moi, c'est ok. En fait, si tu te dis que c'est normal, c'est le moment de te remettre en question. Parce que c'est exactement le mécanisme qu'on vient de décrire. C'est que si toi, de ton côté, tu te dis que c'est normal, tu vas continuer à contribuer à un système qui va finir par te coûter très cher, à toi aussi. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça change, et comme tu viens de le dire, Samir, ça dépend aussi de nous. C'est un peu le pourquoi de ce podcast, c'est un peu le pourquoi profond aussi de l'Institut Merlin, et de pourquoi on forme et pourquoi on accompagne d'autres personnes finalement à reprendre leur pouvoir et à décider en fonction d'eux, en pensant justement à l'impact aussi que ça a sur autour, et qu'on arrête de s'en remettre à un système qui de toute façon n'est pas viable et nous le démontre de plus en plus et qui est en train de s'effondrer de plus en plus, et qu'il est temps qu'il y ait des changements qui se mettent en place. Exactement. Donc on n'aura pas la prétention de dire lesquels, mais il y a des changements. Et puis on peut se tromper aussi, mais c'est juste que on se remet souvent en question aussi, toi et moi, Julien. Et après, on est conscient que, tu sais, même le fait de tout remettre sur le dos d'une personne, c'est une illusion. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas mettre toute la responsabilité de tout ce qui se passe sur une seule personne. C'est pas possible.
Donc voilà, donc tant que tu continues à croire qu'il y a des gentils et des méchants, bah, tu vas rester manipulable. Dès que tu vas commencer à regarder les mécanismes, comment le pouvoir va changer, comment la normalisation elle fonctionne, comment les institutions elles peuvent bloquer ou permettre la corruption, bah là tu vas devenir beaucoup plus difficilement achetable et Mmh. moins manipulable. Exactement. Donc, comprends, questionne-toi et tout ça, ça va justement aider à faire avancer le schmilblick. Alors, merci à toi de nous avoir écoutés. L'idée, c'est pas de te pousser à abandonner la politique parce qu'elle est là, elle est en place et il faut faire avec pour le moment. Mais l'idée, c'est de voir les choses avec des yeux plus grands ouverts parce que bah, la démocratie, elle n'a pas besoin de citoyens qui sont crédules. Elle a besoin de citoyens qui sont lucides et impatients de voir les choses bouger et changer et se transformer. Donc voilà, donc toi qui nous écoutes, bah, lors du prochain épisode, on va te parler d'un sujet qu'on estime comme étant central. C'est la question de l'intelligence. Est-ce qu'on est réellement intelligent? Ça, je trouve que c'est une bonne question, Julien. Et à Ouais, quel est-ce qu'on moment est on le devient? l'espèce la plus intelligente ou Ouais, pas? est-ce qu'on est l'espèce la plus intelligente? Merci, Julien. Avec grand plaisir. Donc, on te retrouve très bientôt. Si c'est pas encore fait, on t'invite à liker, commenter, partager. Et puis, on te laisse aussi faire passer ce podcast à peut-être d'autres personnes à qui ça ferait du bien d'arrêter de porter des œillères et de comprendre un peu plus que le fonctionnement de nos sociétés et que la politique, c'est avant tout une problématique de psychologie et que notre psychologie, si on la comprend pas, on peut pas la maîtriser. Et si on la maîtrise pas, c'est elle qui nous maîtrise et on voit bien les résultats que ça donne. Ouais, exactement. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à À la la prochaine. prochaine.